freut mich, hier in Paris zu sein. Ich möchte mich bedanken für diese Einladung. Bonsoir. Je suis très heureux d'être à Paris ce soir et je voudrais remercier l'IFA pour cette invitation. Et je voudrais aussi exprimer mes remerciements pour avoir l'occasion de présenter nos travaux ce soir. Mon premier contact avec Paris date d'il y a environ 30 ans. Et puisque j'étais toujours à la recherche d'une autre approche de l'architecture, je suis venue à Paris comme en tant qu'étudiante pour rencontrer Jean Prouvé. Et Jean Prouvé trouvait ça intéressant de rencontrer quelqu'un qui cherchait une autre approche de l'architecture. Et donc il m'a guidée à travers Paris pendant 5 jours. Et je me souviens toujours de Paris comme quelque chose de très extraordinaire et très particulier. Et donc, je suis venue à Paris au moment où le centre Pompidou était en construction. Et donc, Prouvé m'a montré ce chantier avec beaucoup de fierté. Si je dois présenter aujourd'hui notre bureau, alors il y a quelque chose de très simple. Je voudrais d'abord vous présenter 5 principes qui sont très importants pour nous. Le premier principe ou le premier point est que l'architecture est toujours un travail en équipe, un travail de groupe. Donc là, aujourd'hui, vous me voyez en tant que représentant de tous ceux qui ont participé à la construction d'un bâtiment. Et donc, dans le temps, je me suis toujours amusée à savoir combien de personnes étaient nécessaires pour construire un bâtiment qui coûte environ 15 millions d'euros. Et donc, je suis arrivée au compte final qu'on avait besoin de 1000 personnes. Et donc, en tant qu'architecte, on peut être malheureux d'avoir dépendre toujours de tellement de personnes. Mais d'un autre côté, c'est aussi ce qui est excitant, qu'on n'est jamais tout seul et on travaille toujours en commun avec d'autres personnes et on crée quelque chose en commun. Donc, le deuxième point, c'est que en tant qu'étudiant, après mes études, j'étais vraiment sûre et certain que après mes études, je ne serais jamais architecte. Parce que je n'ai jamais compris ce que l'architecture pouvait être. Mais ce qui m'intéressait, c'était de construire. Et alors, en automne 1978, quand j'ai eu mon diplôme à l'Université technique de Vienne, et donc en printemps 1979, j'ai construit sur mon propre chantier avec 5 familles, et je n'ai pas construit en tant qu'architecte, mais en tant qu'artisan. Donc, on a construit selon les plans que moi j'avais dessinés, mais j'ai construit avec mes propres mains. Et pendant 10 ans, chaque année, je suis allée travailler en tant qu'artisan ouvrier sur mon propre chantier. Et c'était une grande tradition de notre bureau que tous mes collaborateurs devaient passer chaque année 3-4 mois sur un chantier. Le troisième principe, ou point, est que si je réfléchis à l'architecture dans un sens global, on a beaucoup de responsabilités envers les matériaux que nous utilisons. Et donc, architecture, pour moi, c'est quelque chose de très banal. C'est-à-dire, il s'agit de savoir combien de ressources on utilise pour avoir en retour combien de confort. Donc c'est une question de confort, c'est rien de sorcier. Donc tout est une question de proportionnalité entre les moyens, les matériaux qu'on utilise et ce qu'on obtient en retour. Puis si je me pose la question quelles sont les ressources vraiment importantes dont on a besoin pour construire, alors c'est de l'eau.
Alors, les ressources vraiment importantes pour un bâtiment comme 100, donc le premier c'est donc le terrain, ensuite c'est les matériaux, ensuite il y a l'énergie, et puis il y a du know-how, du savoir-faire, et puis il y a des valeurs et des attitudes et des expériences culturelles faites par les personnes. Et les éléments les plus importants, ce sont les valeurs et les expériences culturelles que l'on retrouve dans les têtes, dans les esprits des personnes qui ont réfléchi à une situation sur une durée. Et moi, j'apprécie beaucoup l'architecture anonyme, car cette architecture anonyme, elle reflète en fait une accumulation de savoir, en fait un savoir qu'on a accumulé pendant une centaine d'années, et puis donc le savoir a été enrichi. Et donc nous, dans notre architecture, on essaie d'utiliser ce savoir pour développer l'architecture, pour faire progresser l'architecture. C'est pourquoi, en fait, quand on fait de l'architecture, on cherche toujours un point de départ, et ces points de départ sont différents pour chaque projet, et donc pour chaque projet, on essaye de faire des petits progrès, d'enrichir l'architecture par des petits éléments. Et donc on essaye vraiment d'utiliser le savoir qui a été accumulé tout au cours d'une histoire. Et on n'utilise plus les principes radicaux de la modernité. Donc on ne veut pas réinventer le monde, un monde autre un monde différent de celui qui existe, mais on essaye de développer le monde tel qu'il existe pour apporter quelque chose de nouveau. Et ça, c'est vraiment une stratégie qui nous guide tout le temps. Et nous, on comprend vraiment l'architecte toujours comme un document ou un manifeste. C'est un manifeste culturel créé dans une époque. Il n'y a aucune discipline qui crée vraiment des documents, des manifestes culturels aussi importants que l'architecture. Et aujourd'hui, nous devons vraiment reconnaître que l'idée des années 60-70, qui partait du principe qu'on pouvait remplacer une architecture au bout de 30 ans pour la reconstruire ensuite, donc ça, c'est une attitude dont on n'a plus les moyens socialement. Parce qu'en fait, les ressources qui sont investies dans nos constructions sont trop importantes pour les renouveler, pour les remplacer tous les 30 à 40 ans. Maintenant, nous avons réfléchi beaucoup sur la question de la durabilité et de la permanence du développement durable. Et donc, le développement durable, si on réfléchit à cette question, donc la question à laquelle il faut répondre, c'est vraiment comment on peut générer le plus grand degré d'utilité. Donc il faut réfléchir. Alors nous, on comprend architecture dans le sens qu'elle doit avoir qu'elle doit vivre pendant très longtemps, qu'elle doit avoir une durabilité qui dépasse le siècle. Et donc, quelles sont les conditions qualitatives que l'architecture doit avoir pour avoir une durabilité, une permanence si importante?
Donc l'architecture doit avoir une en fait, donc l'architecture doit en fait être aimée par par les personnes qui vivent dans l'architecture. Donc ça, c'est peut-être quelque chose de romantique, une idée romantique, mais nous voulons faire une architecture qui soit acceptée et aimée par les utilisateurs. Donc je sais qu'ici dans la salle, il y a beaucoup d'architectes, donc je vais parler un peu de théorie architecturale. Et donc, un des points théoriques les plus importants pour la création architecturale du XXe siècle est l'idée de l'utilisation de l'immeuble. Donc ça, la fonctionnalité était le point de départ de la création architecturale, mais dans ces 50 dernières années, nous avons appris que le programme d'un bâtiment, l'utilisation d'un immeuble est de quelque chose qui vit en fait d'une durée très courte, alors que la vie d'un immeuble lui-même est beaucoup plus importante. Alors maintenant, quand on fait de l'architecture, nous ne réfléchissons plus sur les programmes et sur la fonction, mais nous réfléchissons plutôt sur ce que l'architecture peut apporter dans le paysage où elle s'intègre, à la ville où elle est implantée. Et donc ça, c'est une approche très différente de l'approche fonctionnelle et de l'utilité ou de l'utilisation. Donc tout à l'heure, je vais vous illustrer cette idée en vous montrant nos projets. Donc maintenant, pour parler de manière un peu plus simplement, plus on réfléchit sur la durabilité et sur le développement durable. Alors je ne vais pas entrer dans les détails, mais plus on réfléchit, plus on essaie d'appliquer les éléments, en fait, les principes de la durabilité, plus on insiste sur la qualité architecturale. En fait, la qualité architecturale d'un bâtiment est vraiment une des conditions pour générer la durabilité. Et donc ça, c'est peut-être quelque chose de très surprenant. En fait, dans nos sociétés actuelles, donc industrielles, nous utilisons 55% de l'énergie pour la construction, pour la construction des bâtiments. Donc, en fait, la mobilité et l'utilisation des voitures ne représentent que 18% de l'utilisation en énergie. Donc, si nous voulons que nos sociétés vivent plus selon le principe de la durabilité, donc nous devons réfléchir à une autre manière, à une autre forme d'architecture et surtout sur la manière dont nous arrivons à construire des bâtiments, à créer une architecture en utilisant moins de ressources. En fait, 30% de la consommation énergétique d'un immeuble est utilisée en fait pendant la période de construction et le reste donc après. Et donc les 30% d'énergie utilisée au début ne sont seulement justifiables si les bâtiments, les constructions vivent pendant longtemps, ont une longue viabilité. Donc la durée de vie d'une construction a un rôle clé dans notre travail. Alors maintenant, je ne vais plus vous embêter avec ces généralités, mais je pense que c'est important que vous compreniez que notre travail est basé vraiment sur une réflexion sur les ressources. Donc tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y a quelques principes qui sont importants dans la création architecturale. Donc pour illustrer ces principes, donc je dois vous parler du Vorarlberg. Donc ça, c'est ma région d'origine et donc notre architecture est née dans cette région.
Et donc, je vais être très bref, mais certains phénomènes sont vraiment importants à comprendre. Le Vorarlberg, politiquement, c'est une île. Donc, c'est une région qui est séparée de l'Autriche, et à droite et à gauche, il y a des frontières. Et le Vorarlberg, la région est très petite, il y a 340 000 habitants. Donc, le deuxième phénomène, c'est historiquement, le Vorarlberg est une région très, très, très pauvre. Je sais qu'en France, il y a aussi beaucoup de régions pauvres, mais la pauvreté s'explique surtout par un manque de pluie, alors que dans le Vorarlberg, nous en avions trop. Donc, il y avait la pluie en raison de la pluviométrie. Rien ne poussait dans cette région, pas de céréales, pas de patates. Donc, heureusement, Vorarlberg était si pauvre que personne ne s'y est jamais intéressé et personne ne s'est jamais disputé ce territoire. Donc, le Vorarlberg a été seulement peuplé au XIIIe, XIVe siècle. Et le peuplement de la région s'est fait à des conditions très particulières. Donc les personnes qui s'y sont établies étaient exemptes de services militaires et ne payaient presque pas de taxes. Et donc au XVIe siècle, XVIIe siècle, la région était surpeuplée. Et notamment par rapport à ses ressources naturelles. Et donc y vivaient plus de gens que le pays pouvait nourrir. Et donc les personnes ont pris très très tôt l'habitude de s'expatrier pour travailler à l'étranger. Donc quand on est vorarlbergeois, donc c'est très naturel qu'on gagne son argent ailleurs, à l'étranger, mais qu'on le dépense chez soi à la maison. Donc la situation économique est très particulière. Donc c'est une situation économique très internationalisée, et ça depuis le XVIIe siècle. Si jamais vous visitez l'Allemagne du Sud ou la Suisse, donc les travailleurs immigrés les plus célèbres du Vorarlberg, donc vous trouvez ces immigrants dans toutes les histoires de l'architecture. Donc ce sont des constructeurs architectes du baroque dont les noms qui sont dont j'ai pas entendu les noms, mais moi je viens notamment d'un village où beaucoup d'architectes constructeurs sont partis pour travailler à l'étranger. Donc moi je ne suis pas de mon village, je ne suis pas le premier à s'exiler, à travailler à l'étranger, mais chez nous c'est vraiment une habitude et donc une tradition. Et donc l'histoire de la pauvreté nous a appris que nous sommes très 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 soucieux de nos ressources. Donc nous utilisons les ressources dont nous disposons avec beaucoup de parcimonie, et donc nous réfléchissons beaucoup aux ressources, à l'artisanat pour utiliser nos ressources le mieux possible. Mais je pourrais aussi vous raconter encore une autre histoire sur le Vorarlberg qui a aussi un rapport avec cette pauvreté. Alors, puisque les hommes s'expatriaient pendant des siècles et des siècles à l'étranger pour y travailler, alors que les femmes sont restées à la maison, donc les femmes ont toujours géré les ressources financières, donc l'argent. Donc, dans le Vorarlberg, un mouvement de libération des femmes n'a jamais été nécessaire. Au contraire, il fallait plutôt créer des groupes d'entraide pour les hommes afin qu'ils fassent valoir leurs droits. Et donc ça, vous pouvez toujours l'observer dans le Vorarlberg. Et donc les femmes au Vorarlberg sont plus importantes que les hommes. Et donc là aussi, moi je suis seulement un représentant de mes compatriotes. Donc la situation économique du Vorarlberg a changé il y a 150 ans.
Alors là, on a commencé à se rendre compte que la richesse en eau, en pluie, était quelque chose qu'on pouvait utiliser pour la production électrique et mécanique. Et donc, la pluviométrie est notamment une richesse du pays. Et donc, nous avons un potentiel énergétique très, très élevé. Et donc, peut-être vous trouvez ça bizarre puisque nous avons beaucoup de ressources énergétiques, il peut vous paraître bizarre que nous économisons donc notre énergie, mais en fait, on préfère en fait vendre l'énergie que nous produisons au lieu de la consommer. Voilà. Et donc beaucoup de notre réflexion sur l'architecture est le résultat de cette réflexion sur l'histoire de la pauvreté du Vorarlberg. Et donc même ce qui est important, donc même si on a une histoire de la pauvreté, cette histoire, elle a aussi eu beaucoup d'avantages et notamment nous en avons tiré des enseignements qui sont toujours valables et qui nous servent toujours et qui nous servent notamment actuellement à la fin du XXe siècle. Donc maintenant, tout à l'heure, si vous avez des questions sur des thèmes sur lesquels vous voulez que je vous parle de manière plus détaillée, alors vous m'interrompez. Je pense que ça ne posera pas trop de problèmes. Alors, beaucoup de thèmes que j'ai abordés là dans cette introduction seront abordés maintenant. Je les aborderai maintenant en vous présentant nos projets. Donc, en ce qui concerne maintenant notre bureau, donc nous avons 4 bureaux en tout. L'un se trouve à Vienne, l'autre à Pékin, un autre à Bregenz sur le lac de Constance et un autre en Suisse. Nous avons à peu près 100 collaborateurs dans nos bureaux, dans les différents bureaux qui travaillent donc sur les différents projets. Donc ça, c'est une grande maison individuelle ou une villa qui se trouve en Allemagne, dans le Allgäu, en Allemagne du Sud. Donc là, vous voyez que nos bâtiments s'inscrivent vraiment dans un contexte. Et le contexte n'est pas seulement constitué par la topographie, par la direction du vent, par l'ensoleillement, mais le contexte, c'est surtout les valeurs culturelles qui existent dans une région. Et c'est avec ces valeurs, et notre architecture réfléchit à ces valeurs. Et donc nous appuyons vraiment sur ce qui est le génie du lieu ou le genius loci. Donc on essaie de traduire les particularités d'un lieu. Et donc avec 7 points de départ pour notre réflexion, donc nous utilisons donc les matériaux qui existent. Donc ce bâtiment se trouve à 600 mètres au-dessus du niveau de mer, et donc nous utilisons les matériaux qui existent dans le coin, et nous utilisons donc des techniques très très simples pour une construction finalement mondaine. Donc là, vous voyez la configuration des lieux. Donc on a un hall central et les 4 volumes se tournent autour et ils sont consacrés soit aux invités, aux parents ou aux enfants. Et donc là, en bas, vous voyez le hall central. Donc là, dans notre réflexion architecturale, nous utilisons les principes développés dans la théorie, en fait, dans l'architecture moderne. Donc on utilise notamment on est très sensible à la lumière, aux matériaux. Donc à droite, vous avez le hall et puis à côté le niveau supérieur. Donc là, je vous montre 2 maisons individuelles parce que des maisons individuelles représentent pour nous un défi particulier
Donc 50% de notre commande consiste donc à la fabrication de logements ou de l'habitat. On a construit des milliers de logements depuis nos débuts. Et en fait, les petites maisons individuelles sont quelque chose de très important pour nous parce que dans ces petits bâtiments, nous pouvons faire des expériences que ensuite nous essayons d'appliquer dans nos constructions plus grandes. Donc, toute maison individuelle est une expérience à part où nous avons expérimenté des technologies particulières ou une volumétrie particulière. Donc, c'est peut-être pas très fair play vis-à-vis les maîtres d'œuvre ou vis-à-vis le client, mais donc nous trouvons que puisqu'il fait donc construire une maison individuelle, donc il doit aussi assumer le fait qu'il fait partie d'une grande expérience, et en général nos maîtres d'œuvre ou nos clients acceptent donc de faire partir de cette expérience. Il suffit juste de leur expliquer. Donc, en fait, toute maison individuelle est en fait un modèle grandeur nature. Et donc là, vous avez une organisation très, très simple. Et donc, l'organisation de cette maison, elle est en rapport avec les principes de la perspective. Et donc, cette maison se trouve dans le Liechtenstein. Donc, à droite, vous voyez donc qu'il s'agit d'une zone avec des maisons individuelles très très conventionnelles, et donc nous pensons que nous devons défendre une certaine attitude. Et nous n'avons pas besoin de nous intégrer dans tous les contextes, mais quelquefois aussi nous pouvons nous y opposer. Et donc là, vous voyez, donc ça c'est une construction en béton assez monolithique, et donc c'est quelque chose de très difficile à réaliser. Donc là, vous voyez très bien que ce bâtiment, donc il est construit avec 4 niveaux. Donc en bas, vous avez le niveau pour les voitures, un premier niveau pour un espace de vie, un troisième niveau pour les parents, et le 4e niveau est pour les enfants. Donc, dans cette construction monolithique, les problèmes thermiques sont très importants à résoudre. Et donc là, je vois même au Liechtenstein, on achète du mobilier international, et donc ça a cet aspect-là. OK. Alors nous, en avons une attitude assez distanciée par rapport à la discussion de la manière dont on conçoit la construction et la vie dans une villa ou dans une maison individuelle. En fait, nous, on part du principe que la question du plan d'une maison ou de l'agencement intérieur d'une maison, ce n'est pas une question architecturale. La question architecturale qui se pose vraiment, c'est comment nous, on peut créer des structures qui permettent aux individus de réaliser leur vie, de vivre à leur manière et selon les principes et les valeurs qui leur sont importants. Donc le plan d'un bâtiment n'est plus la question fondamentale, mais c'est plutôt l'appropriation de l'espace par les individus. Alors là aussi, donc les questions techniques deviennent quelque chose de plutôt secondaire, et la question fondamentale dans la création architecturale, c'est plutôt la transition entre vie privée et vie publique, et donc toutes les questions techniques sont subordonnées à cela. Donc à droite, vous voyez toujours les diagrammes où nous on essaye donc de donner, de traduire le contexte, en fait l'espace. Et donc
si vous retrouvez plus notre bâtiment, donc notre construction dans le diagramme qui est à droite, alors à ce moment-là, donc on considère qu'on a bien travaillé. Donc nous, on ne veut pas transformer les contextes, mais plutôt s'y inscrire, et nous, on adopte les principes, enfin les critères de l'espace pour nous y inscrire. Donc ça, c'est un petit bâtiment que nous avons construit avec une dizaine d'habitations. Donc là, nous avons essayé de développer une typologie, une façade, donc qui permet... Donc on a essayé de traduire en fait l'appropriation intérieure de l'espace dans une façade. Et donc nous avons donc fait donc une expérience donc avec cette façade. Donc derrière cette façade, en fait, l'avantage de cette façade est de permettre à l'intérieur une très grande appropriation de l'espace. Et plus nous réfléchissons à la construction de logements, donc plus nous avons compris l'importance de l'importance des matériaux utilisés. Donc à l'heure actuelle, nous ne construisons plus de bâtiments avec des façades en crépi, parce que la durabilité de ce crépi est tellement mauvaise et les matériaux actuellement disponibles sur le marché sont trop mauvaises pour qu'ils permettent une viabilité longue. Donc dans un bâtiment, on trouve actuellement une superposition de cinq systèmes. Donc d'une part, il y a la situation urbanistique qui dure à peu près 200 ans. Le deuxième élément, le deuxième sous-système est la construction primaire d'un bâtiment, donc la construction statique d'un bâtiment. Le troisième élément est l'enveloppe du bâtiment. Donc la construction primaire, elle doit avoir une vie d'environ 100 ans. Donc l'enveloppe ou la façade du bâtiment doit durer dans 50-70 ans. Un autre niveau est ce qu'on appelle l'agencement ou l'aménagement intérieur. Et donc là, la durée de vie n'est pas plus de 15-20 ans. Et donc nous essayons de concevoir des bâtiments de la manière que tous ces sous-systèmes sont bien séparés les uns des autres pour permettre l'évolution du bâtiment. Alors là, ce sont des exemples de logements que nous avons construits en Vorarlberg. Donc c'est dans le Vorarlberg. Et donc là, la façade, elle est tout à fait à part, donc c'est quelque chose d'indépendant. Et donc tout ce que vous voyez en gris clair sur ce diagramme, donc et donc ça c'est les propriétaires eux-mêmes qui le conçoivent eux-mêmes, et nous on s'occupe que des parties que vous voyez en noir. Donc ça c'est tous les bâtiments que nous construisons ont des qualités énergétiques et thermiques que par mètre carré, nous utilisons 20 kWh. Alors donc ça c'est un des grands projets que nous avons réalisés et qui se trouve à Innsbruck, donc en Autriche.
Et donc là, à côté, vous voyez donc toute l'histoire de la discussion dans le domaine de l'urbanisme. Donc là-haut, là-haut, ce que je vous montre, ça traduit la discussion qui a eu lieu dans les années 50. Là en bas, vous voyez une zone universitaire qui traduit bien les années 60. Donc ensuite, là, les barres que vous voyez reflètent les principes urbanistiques des années 70. Donc ensuite, vous voyez la tentative de créer un bloc urbain, ça date des années 80. Et donc là, ce que vous montre actuellement, donc ça c'est ce que nous avons fait à la fin des années 90. Et donc là, c'est donc des bâtiments de logement qui ont été construits selon les principes que je viens d'évoquer. Et donc l'originalité de ce bâtiment, c'est que de cet ensemble est que ça a une grande qualité urbaine. Donc il y a beaucoup, en fait, dans cette zone, vous avez beaucoup d'infrastructures et en même temps, il y a la nature. Donc là, on a essayé d'utiliser l'infrastructure urbaine et de faire vivre la transition vers la nature. Donc là, vous voyez la même stratégie que je vous ai déjà expliquée tout à l'heure. Donc on décompose un bâtiment vraiment dans ses sous-systèmes. Et donc pour réaliser ce bâtiment, nous avons engagé 4 architectes qui, dans le devoir, n'étaient rien d'autre que de discuter avec les futurs propriétaires, avec les acheteurs, pour mettre en place, pour discuter avec eux les plans de chaque appartement. Et donc en fait, nous avons construit à l'intérieur de cet immeuble 300 appartements différents. Donc ce projet a eu beaucoup de succès et donc nous élargissons donc ce projet et actuellement donc nous sommes en train de construire 300 autres appartements, donc plusieurs immeubles avec 300 appartements nouveaux. Alors si chez nous, en Europe centrale, on veut optimiser une construction, un bâtiment au niveau énergétique, il est important de réfléchir à la compacité ou au caractère monolithique d'un bâtiment. Et donc il faut surtout réfléchir à la proportionnalité entre la surface utile et la surface enveloppe. Et donc à ce moment-là, on peut utiliser des technologies tout à fait nouvelles. Et donc là, j'insiste un peu sur la particularité de ces projets. Et donc là, vous voyez que l'épaisseur de l'isolation sur le toit est d'environ 35 cm. Alors l'isolation sur les murs extérieurs est d'environ 25 cm. Vous voyez aussi là qu'il y a 2 sous-sols. Alors l'approvisionnement énergétique de cet immeuble est assuré de la manière suivante. Donc vous savez, à Innsbruck, il fait très froid en hiver, mais c'est aussi très ensoleillé. Donc nous avons disposé sur le toit des collecteurs solaires. Et donc là, on stocke la chaleur. Donc en bas, en sous-sol, là où je vous montre, dans des stocks. Et donc cette chaleur, elle est ensuite extraite de ces stocks de chaleur pour préchauffer, pour garantir le préchauffage des appartements. Et donc avec ces petites pompes de chaleur produisent la chaleur ou le chauffage de chaque appartement et aussi l'eau chaude.
La consommation énergétique est environ de 15 ou de 50 kWh par mètre carré. Donc la consommation énergétique est d'environ 70% moindre que dans une construction conventionnelle. Donc à gauche, vous voyez, j'aime beaucoup ces bâtiments très profonds puisque j'aime beaucoup des cages d'escalier profondes. Et donc là, vous voyez ce qu'on arrive à faire sur le plan énergétique. Si l'on construit selon la législation allemande, donc on arrive à la première colonne. Si l'on construit selon la législation tyrolienne, c'est sur la deuxième colonne. La législation suisse est un peu plus exigeante, donc on arrive à la troisième colonne. Et si l'on construit une maison à faible consommation énergétique, on arrive à la quatrième. Et donc le bleu, ce sont nos constructions, c'est la construction énergétique dans nos bâtiments. Donc vous pouvez imaginer que les maîtres d'œuvre n'acceptent pas de faire tout ça puisqu'ils veulent investir de l'argent, puisqu'ils veulent perdre de l'argent. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'en utilisant ces techniques, on arrive à produire un niveau de confort beaucoup plus élevé, et cela avec un investissement qui est le même que dans la construction conventionnelle. Et donc l'intérêt de tout ce que nous faisons est vraiment qu'on arrive à un niveau de confort plus important. Donc en fait, ça c'est un projet que nous avons fait en Suisse, à Saint-Gall. Donc Saint-Gall n'est pas en Autriche mais en Suisse. Donc une question importante pour nous est de définir l'enveloppe d'un bâtiment en tant que frontière entre intérêt public et privé. Et donc nous utilisons beaucoup de systèmes de façade où l'utilisation du bâtiment se traduit dans la façade du bâtiment. Et donc là, vous voyez les cages d'escalier d'un bâtiment. Donc, donc là, vous voyez un projet qui est typiquement vorarlbergeois, donc une construction en bois. C'est un magasin ou un stock et un bâtiment d'exposition pour un marchand de bois. Et donc c'était très logique de construire quelque chose en bois. C'est un bâtiment qui a actuellement 15 ans, qui a été fini en 93-94. Et donc l'objectif était donc de traduire dans cet immeuble les souhaits donc du propriétaire et aussi le contexte du lieu. Donc ce qui fait ma fierté est que même s'il s'agit d'un espace commercial, donc 2 fois par an, tout est vidé et on y organise des concerts puisque l'acoustique est très bonne. Et donc entre-temps, le bâtiment a une autre signification sociale puisqu'il y a à côté de son utilisation commerciale, et là aussi donc on y fait des concerts et on y trouve une autre utilisation. Donc là, je ne vais pas insister sur tous les systèmes de logement ou d'habitation que nous avons en Autriche. Donc là, dans le diagramme, dans le schéma noir et blanc, donc vous vous rendez compte que cet espace est vraiment un lieu de la laideur. Et donc cette manière, cet aménagement s'explique par le fait que dans notre région, qui était une région pauvre, tous les propriétés ont été vraiment réellement divisées. Donc chaque enfant héritait une partie de la propriété, et donc il y a énormément de propriétaires, et donc ça laisse en fait au niveau
du développement urbain, ça a entraîné un certain mitage. Donc, mais à côté de cette laideur urbaine ou urbanistique, il y a quand même ça a quand même une certaine valeur, une certaine valeur sociale dans la mesure où les gens ont développé un esprit de responsabilité très élevé. Et donc, à côté de la laideur architecturale, donc, on découvre toujours une signification culturelle et on y trouve, on arrive à quelque chose de beaucoup plus positif. Donc en fait là vous voyez un projet qu'on a réalisé pour Zumtobel, qui est un grand producteur de luminaires, originaire du Vorarlberg. C'est le deuxième plus grand producteur de luminaires en Europe. Et donc cette entreprise est d'originaire du Vorarlberg. Et donc c'est un data center pour l'entreprise Zumtobel. Et donc le problème principal, c'est vraiment de contrôler la chaleur intérieure. Et donc, ce que nous avons fait, c'est nous avons créé de l'ombrage et de l'ombre par le verre afin que la réfrigération de l'immeuble est maintenue à un minimum. Donc ça, c'est un tout petit immeuble que j'ai construit pour une femme. Et donc pour moi, cet immeuble, il est très important puisqu'il raconte quelque chose de cette approche de l'architecture qui est très important pour moi. Cette dame, elle possède un tout petit port sur le lac de Constance avec une centaine de bateaux. Et à la fin de la saison, elle vient me voir pour me dire, bon, j'ai gagné tant d'argent et qu'est-ce qu'on va construire donc cette année? Et donc, dans cette mesure, donc, je construis tous les ans quelque chose avec elle, un petit morceau. Et je pense qu'il existe des gens, et moi j'en fais peut-être partie, qui adorent construire et qui trouvent que c'est un acte optimiste, agréable, bien. Et donc là, on a refait le port et puis on va certainement construire un deuxième bâtiment. Et donc le bâtiment là que vous voyez est un bureau pour une femme, mais cette femme, elle passe beaucoup de son temps dans ce bureau. Et donc là-haut, vous voyez, c'est l'entrée du port, et donc là, c'est le port, et donc elle a tout loisir d'observer le port. Et en ce moment, on construit dans l'eau un autre bâtiment, et donc là, le bâtiment, il signifie le travail. Alors là, ça va être un immeuble ou un bâtiment qui est consacré au plaisir ou qui représente le plaisir, et il sera terminé dans 12 mois. Donc moi je parle vraiment jamais de nos plans parce qu'ils sont vraiment très très simples, et donc il n'y a pas grand chose à raconter. Donc là, le staticien avec qui j'ai réalisé ce bâtiment, quand le bâtiment a été construit, il m'a offert une sculpture du bâtiment à l'échelle 1/50. Il m'a mis sur la table et m'a demandé, mais tu sais comment ça tient? Voilà. Alors en réalité, l'immeuble réel, c'est très facile parce que ce sont les fondements qui stabilisent. Mais quand on la met comme la sculpture, quand on la met sur la table et elle tient, donc ça c'est vraiment un secret. Donc on a passé toute une soirée à discuter pour savoir comment cette sculpture tient. Là, vous voyez un
un petit gratte-ciel, un petit immeuble en hauteur qui est à Zurich. Et donc, Zurich est une des premières villes européennes qui possède une réglementation sur la construction de gratte-ciel ou d'immeubles en hauteur en Europe. Et donc, les immeubles, les constructions en hauteur font partie de la ville et font partie d'un standard. Et donc, l'immeuble se trouve sur la Hohlstraße, à côté de la gare. D'un côté, là, vous aviez les voies ferrées, de l'autre côté, la rue. Et donc, là où la rue et la voie ferrée se rencontrent, donc vous avez le petit immeuble qui est le point final urbanistique ou urbain pour cette zone. Et donc là, nous avons dissocié la technologie, la technique de l'immeuble de son utilisation. Et donc là, vous avez une enveloppe du bâtiment qui a une double épaisseur. Et donc, on a voulu utiliser le moins de technologie possible afin d'obtenir un maximum de confort et d'obtenir un degré de normalité le plus élevé. Et donc, ce qui est assez particulier dans cet immeuble, que vous pouvez ouvrir la fenêtre au 60e étage et vous n'êtes pas mal à l'aise. Et donc là, vous voyez, la manière dont le bâtiment est construit, ça se révèle à travers le schéma. Et donc là, le noyau de l'immeuble est très petit. Donc là, on continue. Donc là, vous voyez un immeuble qui a été construit pour le réassureur München Re. Donc c'est le plus grand réassureur du monde. Et cette entreprise, cette assurance, elle souffre beaucoup de la chute de ses cours d'action. Et donc, si jamais vous avez besoin de connaître, d'avoir des renseignements sur le changement climatique dans le monde, appelez la München Re. Donc, vous avez tous les spécialistes possibles avec qui possèdent de toutes les données nécessaires. Le grand souci, en fait, c'était de faire construire un bâtiment qui consomme le moins d'énergie possible afin de ne pas être en porte-à-faux avec ce changement climatique. Donc à côté, vous avez le plan la manière dont l'immeuble s'insère dans le contexte urbain. Et donc on a vraiment voulu réintégrer cet immeuble dans un espace. Et donc nous avons toujours considéré cet immeuble comme un projet de réparation urbaine que de renouvellement ou de la mise en place d'une construction nouvelle. Donc, ce que nous avons fait, nous avons découpé certaines parties de l'immeuble et à d'autres côtés, nous avons construit des parties nouvelles. Et donc, tout le plan, toute la matrice du bâtiment date des années 60. Donc là, vous voyez les terrasses sur le toit. Donc, je ne sais pas si vous aimez la ciboulette, mais la ciboulette, elle a fait des très très belles fleurs et puis elle dégage un parfum assez particulier. Et donc, c'est très agréable de se promener sur le toit. Donc l'entrée est constituée par des murs en mousse. Et donc là, vous voyez les entrées. Donc il y a une entrée sur rue et une entrée sur cour. Donc là, vous voyez, le bâtiment est très très compliqué. Donc il y a un garage qui a existé. Et donc là, vous voyez une partie qui existait. Donc on a enlevé quelques plafonds et donc nous avons construit d'autres parties. Et donc c'est le bureau en Allemagne, ou en Europe, qui a une performance énergétique, qui a la meilleure performance énergétique en Europe. Donc, et nous, dans nos projets, nous travaillons beaucoup avec des artistes.
Et donc là, dans un des espaces souterrains, nous avons travaillé avec Guy Saunier. Donc c'est une des cages d'escalier. Et puis aussi, nous avons travaillé avec Peter Kogler. Donc nous avons fait environ 6 projets avec Peter Kogler, donc dans différents endroits. Et Guy Saunier était était tellement content de notre collaboration qu'il nous a demandé de lui construire à New York, aux États-Unis, un atelier. Donc ça, c'est une partie des projets à Pékin. Donc maintenant, nous avons un bureau à Pékin et nous travaillons surtout sur la partie là que vous voyez avec le curseur. Donc les premiers immeubles sont ces deux-là que vous voyez. Donc, je ne vais pas vous parler, je ne vais pas discuter sur la construction de logements en Chine, mais cette construction, elle est très importante. J'ai appris beaucoup de choses en Chine et je trouve que la construction de logements en Chine est actuellement plus intéressante, plus pragmatique que ce que nous faisons en Europe. Mais c'est un sujet à part. Donc la raison pour laquelle nous sommes allés en Chine, donc le gouvernement chinois nous avait demandé de donner des conférences sur les bâtiments HQE, sur des bâtiments qui correspondent aux normes de développement durable. Et donc ensuite, des investisseurs privés nous ont demandé si on voulait construire donc des bâtiments à Pékin. Et donc ces 2 immeubles sont presque finis. Et donc une performance énergétique, une qualité énergétique qui correspond à celle que vous avez vue tout à l'heure pour Innsbruck. Donc là, vous voyez les orientations de nos bâtiments. Donc c'est fermé vers l'ouest et c'est ouvert au sud et à l'est. Et donc c'est pas comme chez nous où tout est généralement ouvert vers l'ouest. Donc je vais pas polémiquer là-dessus. Donc ça, c'est un bâtiment, un immeuble qui est juste en construction. Et donc nous avons encore deux autres projets assez grands. Donc ce qui nous a intéressés en Chine, c'est en fait que le gouvernement chinois a vraiment été intéressé par notre savoir, c'est-à-dire d'utiliser la technologie en fait le plus efficacement possible pour économiser l'énergie. Et le gouvernement chinois en a fait sa politique de la construction. Et moi, je pense que les projets là que nous avons faits en Chine sont beaucoup plus efficients, auront beaucoup plus d'impact que tout ce que nous construisons actuellement en Europe. Donc là, on est sur un autre projet. Donc c'est le terminal de l'aéroport de Vienne. Et donc nous avons établi le schéma directeur. Et donc à la fin de 2007, donc ce nouveau terminal sera terminé et ensuite nous allons restaurer, réhabiliter le terminal existant. Donc ce qui nous a beaucoup intéressé là-dedans, c'est la dimension urbaine. Donc nous ne construisons pas seulement un aéroport, mais nous créons des structures urbaines, nous créons une cité aéroportuaire et donc on peut utiliser certains principes de développement urbain qui nous tiennent à cœur. Donc ce que nous avons fait au début, c'est donc le schéma directeur et donc en deuxième, donc on va faire le terminal qui sera terminé en 2007. Et ce que je pense qui est important pour moi, c'est que vous n'aurez jamais le sentiment d'être dans un terminal d'aéroport. Donc là, ça c'est un bâtiment universitaire à Zurich, notamment à la ETH. Et donc c'est très difficile de construire dans son propre université parce que tous les collègues auront leur petit mot à dire. Donc avant de construire, nous
avons fait beaucoup d'analyses, notamment sur les orientations du bâtiment. Donc, dans les bâtiments publics, c'est toujours très difficile de maîtriser la complexité du bâtiment. Et donc, en fait, c'est un immeuble relativement simple qui sera donc achevé en 2 ans, ce qui est important sur le plan architectural. Donc, nous avons essayé de construire un bâtiment public et donc ce caractère public transparaît dans l'ouverture extrême de l'intérieur du bâtiment. Donc, nous avons donc créé des cours à l'intérieur donc du bâtiment. Donc, on a essayé de créer une cour tridimensionnelle et donc autour de la cour sont organisés les espaces d'enseignement. Notre activité préférée, notre petit dada est vraiment de réfléchir sur les matériaux et d'utiliser les matériaux, de réfléchir à la manière dont on peut les utiliser. Donc ça, c'est un projet qui sera terminé dans 12 mois. C'est l'élargissement d'un bâtiment pour l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Et donc ceux qui connaissent ce parc, le terrain de l'ONU à Genève, donc c'est un grand parc dans lequel se trouvent différents bâtiments de manière assez éparse. Donc là, derrière, vous voyez le bâtiment de l'ONU. Et donc, ce qui était difficile, c'est que le programme était beaucoup trop grand pour le lieu. Donc, c'est ainsi que nous avons essayé de développer le parc dans l'immeuble, dans notre construction. Donc, en bas, donc, vous avez 3 cours rectangulaires qui permettent en fait à la nature de se développer à travers le bâtiment. Donc là, vous vous rappelez peut-être de la façade que je vous ai montrée tout à l'heure. Et donc là, nous développons à nouveau la façade avec ces éléments coulissants. Et donc là, sur cette partie, vous voyez donc que le parc se continue à travers le bâtiment. Donc en haut, vous avez une zone de bureaux. Et puis donc en bas, vous avez une zone qui est de 12 mètres de hauteur d'utilisation publique. Vous avez une salle d'exposition, bibliothèque et cafétéria. Et donc, le parc, il est intégré en fait dans l'immeuble, dans le bâtiment plutôt. Donc ça, c'est un bâtiment qui est qu'on commence juste à construire. Donc ça, c'est vraiment les immeubles que je préfère. C'est un bâtiment, en fait, un hôpital à 1000 lits. Donc il y a 100 000 mètres carrés. Et donc la question la plus importante qui s'est posée à nous, c'est justement en fait comment intégrer ce bâtiment dans ce paysage qui est régi par des échelles très 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 différentes. Donc le problème, c'est vraiment l'intégration du bâtiment dans les lieux. En fait, vous voyez aussi que les hôpitaux sont des bâtiments qui ont une fonction très 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 particulière. Et un des principes sur lesquels nous avons conçu ce bâtiment, donc en fait, personne ne sait comment un hôpital va marcher dans 15-20 ans. Et donc nous avons voulu une structure des bâtiments qui permettent aux bâtiments donc d'évoluer. Donc il faut tout pouvoir faire partout. Donc et aussi il fallait donc impliquer des technologies très particulières, des espaces particuliers. Die ersten Teile des Gebäudes werden im Jahr 2006 fertig sein. Das ist ein Projekt, an dem wir beteiligt sind. Donc le bâtiment belge, il doit être fini en 2006. Donc là,
c'est les Oosterdok à Amsterdam. Donc nous participons à la construction, donc au développement donc de ce projet. Et donc nous, ce que nous faisons, donc nous faisons les deux extrémités et donc quelque chose au milieu. Et donc les développements hollandais sont un peu particuliers. Donc là, vous voyez la gare centrale d'Amsterdam. Donc cette nouvelle ville doit naître directement vraiment vis-à-vis de la ville ancienne. Donc là, les constructions simples sont de nous et tout ce qui est un peu plus compliqué, ce n'est pas de nous. Alors là, je voudrais m'arrêter là et donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.